Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui. On va être plus d'une centaine sur ce webinar, sur un sujet manifestement qui draine l'intérêt, hein, la mobilité innovante, comment maîtriser l'organisation territoriale de la mobilité. Alors, je remercie, on va trouver le timing, Aurélie, hein, on va passer à la slide suivante. Euh, voilà, merci Aurélie. Voilà, je remercie également les intervenants qui vont nous faire part de leur retour d'expérience. Yannick Tondu pour la métropole Aix-Marseille Provence, pardon, et puis Jean-Sébastien Chaboche qui a bien voulu intervenir au nom du Havre-Seine Métropole pour des témoignages donc qui éclaireront utilement le débat. Merci aussi bien sûr à notre partenaire Eurogroupe Consulting et puis à tous les UGAPiens qui ont participé à cette initiative. Je me présente moi-même, hein, Marc Nick, je suis le directeur du réseau territorial pour le Nord-Ouest, ça regroupe les Hauts-de-France, la Normandie et l'Outre-mer, mais je sais que le public aujourd'hui est élargi à un certain nombre de personnes qui dépassent cet horizon géographique. Ça, ce sont les miracles du webinaire. Bon, vous avez sous les yeux le déroulé hein, de cette heure, de cette session. Il y aura évidemment à l'issue un temps d'échange sur l'ensemble des problématiques qui sont évoquées. Alors, quelques petits points techniques, des modalités pratiques. Bon, les micros sont coupés, vous en comprenez les raisons, pour le moment en tout cas. Vous avez à votre disposition la fonctionnalité Teams de main levée qui vous permettra de vous manifester. Puis vous avez également le fil de conversation hein, que Cyril consultera très régulièrement pour consolider l'ensemble de vos questions. Elles seront sans doute nombreuses. Autre précision, à l'issue, donc le support, bien évidemment, vous sera diffusé. Et puis, d'autre part, un replay sera disponible sur YouTube, hein, auquel vous aurez accès dans le lien qui vous sera communiqué. Alors, quelques mots rapides d'introduction sur cette thématique. L'enjeu pour l'UGAP, c'est que cette question de la mobilité, elle est au carrefour finalement de problématiques qui sont nombreuses, qui sont complexes et qui sont en forte interaction. Bon, vous les connaissez, hein, j'en rappelle quelques-unes, le développement durable bien évidemment, l'innovation, l'aménagement urbain, la digitalisation aussi, qui est une dimension importante, et puis aussi pour les collectivités, l'évolution des compétences. Alors, tout ça fait une nébuleuse de problématiques assez complexes par rapport à laquelle il faut que nous positionnions correctement par rapport à vos besoins. Alors, l'enjeu pour nous, finalement, établissement public, hein, qui est au service des politiques publiques, c'est par-delà l'offre de produits, de services, pour laquelle vous nous connaissez, de proposer des solutions intégrées, ou pour reprendre une œuvre langue un peu à la mode, l'UGAP as a service. Voilà, quand on parle de mobilité as a service. Alors, pour illustrer ça très très rapidement, pour montrer comment s'incarne cette ambition, eh bien, on va mobiliser les segments de notre offre que vous connaissez pour être présents sur, quand c'est possible en tout cas, sur toute la chaîne de valeur. Alors, comment ça s'incarne? Ça s'incarne par exemple dans la mise à disposition évidemment de véhicules à faible émission, dans le cadre de l'évolution des normes WLTP notamment. On a désormais une flotte correspondant parfaitement à cet objectif. La conversion aussi vers l'électrique pour le transport en commun. On a une flotte complète de bus électriques à votre disposition. On se convertit également à l'hydrogène. Hein, on a d'ores et déjà depuis mars trois bus à hydrogène au catalogue et puis on essaie de nouer des partenariats avec les cotères les plus avancés sur cette question. Travaille évidemment sur la mobilité douce. Notre intervenant tout à l'heure en parlera pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Développement aussi, parce que c'est un autre aspect de la chaîne de valeur, développement de services nouveaux autour de la mobilité. Alors, c'est par exemple, à titre d'illustration, la location de véhicules avec chauffeur, hein, dans une logique d'usage. On est présent aussi, on investit aussi la dimension énergétique du sujet, les offres d'électricité, de gaz, d'énergie propre. Et puis, on ne peut pas concevoir non plus la mobilité sans des équipements associés, alors que ce soit les thématiques de recharge rapide, les thématiques d'éclairage innovant, tout ce qui concerne aussi les abris solaires. On parlait tout à l'heure de mobilité douce. Parmi les services aussi, la vidéoprotection comme besoin incontournable des collectivités par rapport à l'aménagement urbain, et puis la dimension digitale. Alors, avec des problématiques là aussi très très vastes, hein, problématiques de gestion de flotte,
problématique de dématérialisation des titres de transport. J'ai envie de dire que le SI du citoyen aujourd'hui, c'est son smartphone et qu'il faut s'y adapter évidemment. Des solutions d'autopartage hein, qu'on propose également, et plus généralement, toutes les prestations de développement dites intellectuelles dans le domaine du digital où nous sommes également présents. Pour synthétiser, notre ambition, c'est donc d'intégrer dans notre offre toutes ces problématiques pour être apporteur de solutions. Mais on le voit, la complexité et la diversité de ces approches impliquent aussi la capacité de prendre du champ, d'analyser, de cartographier, de coordonner, de planifier. Et donc, la nécessité nous est apparue de proposer également des offres de conseil en nous adossant donc à notre partenaire Eurogroupe Consulting pour, à notre avis, pour permettre finalement que toutes ces inspirations s'incarnent utilement pour le citoyen. Donc c'est aujourd'hui le focus que nous allons faire sur ces offres de conseil sous l'angle évidemment de la mobilité innovante. Voilà en gros pour le contexte et les enjeux tels qu'on peut les cerner. Je passe la parole donc à Isabelle Demangeon qui va se présenter et qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Oui, merci Marc. Bonjour à tous. Donc Isabelle Demangeon, je suis chargée d'affaires spécialiste des marchés de prestations intellectuelles et informatiques pour la région Normandie. Je suis accompagnée de Eric Sikorski, qui est mon homologue pour la région Hauts-de-France. Alors, avant de nous focuser sur l'offre de conseil liée à la mobilité innovante, je souhaite rappeler que cette démarche d'accompagnement de conseil de l'UGAP s'inscrit dans une démarche d'accompagnement plus globale qui s'articule au travers de 4 marchés. 4 marchés de conseil. Donc le conseil en stratégie dont le titulaire est le consortium McKinsey et Eurogroupe Consulting, le conseil en organisation dont le titulaire est le consortium Eurogroupe Consulting et le cabinet d'avocats Landau, le conseil en finance dont le titulaire est Deloitte et le conseil en immobilier dont le titulaire est le consortium Colliers et Bearing Point. Alors, ces marchés sont construits sous forme d'unités d'œuvre forfaitaires, ce qui permet à l'UGAP de prendre des engagements sur une démarche, un dispositif, un livrable, un calendrier des livrables, adapté bien évidemment à chacun de vos projets. Ces marchés permettent de délivrer via nos titulaires des expertises de haut niveau pour vous accompagner sur vos enjeux liés à la transformation. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un contexte économique et social qui est compliqué, mais ces enjeux sont liés à la mise en œuvre du plan de relance, à l'inclusion numérique, à un cadre réglementaire qui est en évolution régulière et dans une démarche éco-responsable. Donc, de ces enjeux en découlent pour les territoires des projets qui sont très structurants et immédiats. Par exemple, quelle stratégie adopter, quelle organisation à mettre en place, quelle trajectoire de dépenses à anticiper, comment rénover le patrimoine immobilier. Donc, ce sont des sujets que l'on adresse via nos marchés et ces marchés permettent la mise en œuvre rapide des prestations de conseil dans le cadre de ces projets. Alors, nous allons maintenant passer à comment accéder finalement à ces marchés. Alors, c'est simple et rapide, puisqu'il n'y a pas besoin de cahier des charges, une expression de besoin suffit. Donc, on peut passer, voilà, merci. Donc, il suffit finalement d'être en relation avec, de vous mettre en relation avec vos interlocuteurs UGAP habituels ou bien nous contacter, nous chargés d'affaires spécialistes des prestations intellectuelles. Donc, notre mission chargée d'affaires, spécialiste prestations intellectuelles, c'est de choisir avant tout le bon vecteur contractuel, puisque l'UGAP a passé des marchés pour vous, avec des titulaires pour des cibles bien particulières. Donc, on se doit de vous garantir le respect du Code des marchés publics, à savoir que nous choisissons bien le bon vecteur contractuel. Nous allons dérouler un process qui démarre par une réunion de qualification tripartite. Alors, pourquoi tripartite? Parce que nous sommes dans une relation partenariale, un contrat tripartite, puisque l'UGAP s'engage vis-à-vis de vous, vis-à-vis du bénéficiaire, et que le titulaire s'engage vis-à-vis de l'UGAP. Donc, il est important que dès le démarrage, nous puissions partager une vision commune de vos attendus et du périmètre de la prestation. Donc, à l'issue de cette réunion de qualification,
Il y a donc la construction d'un mémoire technique qui est faite par le titulaire, partagé avec vous. Donc, ce mémoire technique, il va reprendre les bases de nos engagements, comme je disais, la démarche, les dispositifs, les livrables, le calendrier des livrables. Tout ça peut donner lieu à des discussions, à plusieurs itérations pour aboutir finalement à une proposition qui vous conviendra en tout point. À l'issue de cela, un devis UGAP vous sera naturellement fait sur la base des unités d'œuvre qui vont composer finalement la charge de la prestation. Et il vous suffira donc des réceptions de ce devis de nous passer une commande, pas besoin de signer un subséquent. Et des réceptions de votre commande, la prestation peut alors démarrer. Donc, sur un projet simple, entre le moment où nous échangeons ensemble via la réunion de qualification et le moment où la prestation peut démarrer, on peut compter sur un projet simple un délai de 15 jours à 3 semaines. Alors, recentrons-nous maintenant sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la mobilité innovante. Donc, cette thématique s'inscrit dans le cadre du projet de loi climat et résilience, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, se déplacer est un des axes de ce projet de loi. Au travers de nos marchés conseils en organisation et conseils en stratégie, l'UGAP et ses titulaires, donc on construit une démarche de conseil pour la mise en œuvre de la mobilité innovante dans les territoires. Et je vais donc laisser maintenant la parole à Eurogroupe Consulting, qui est le titulaire de nos deux marchés, conseil en organisation et conseil en stratégie, pour vous présenter leurs expertises de conseil dans le domaine de la mobilité innovante. Donc, je passe la parole à Anne-Laure et à Cyril. Merci. Oui. Bon, bonjour à tous et à toutes. Merci Isabelle. Donc moi je suis Anne-Laure Nohat, associée du cabinet Eurogroupe Consulting. J'interviens dans le secteur notamment des mobilités dans toutes ses composantes et je suis aussi en charge de la practice Société Économie Responsable. Comme cela a déjà été évoqué par nos partenaires de l'UGAP, ces enjeux de responsabilité et de transition environnementale sont majeurs dans le domaine des mobilités. Donc qu'est-ce que c'est Eurogroupe? Finalement, nous sommes un cabinet de conseil indépendant d'essence européenne. Nous avons bientôt 40 ans et nous avons une empreinte d'environ 400 collaborateurs en France et également un rayonnement international à travers notre réseau Next Continent, ce qui nous permet d'offrir à nos clients finalement des interventions à peu près partout où ils sont aujourd'hui et de leur faire bénéficier aussi des retours d'expérience d'autres pays ou d'autres entités. Alors, nos secteurs d'intervention sont multiples, mais je vais me focaliser sur celui de la mobilité. Donc, aujourd'hui, nous intervenons à peu près pour toutes les parties prenantes. Aurélie, si tu peux avancer du secteur de la mobilité, donc aussi bien auprès des opérateurs de mobilité des biens et des personnes que les autorités de tutelle, enfin les gestionnaires d'infrastructures, tout mode confondu, mais également les collectivités qui sont aujourd'hui les autorités organisatrices de mobilité, et enfin, bien évidemment, les autres parties prenantes essentielles à ce secteur, que sont les industriels et les constructeurs, ou encore la sphère finance et assurance. Alors, notre métier, en fait, c'est de générer des transformations positives et de permettre un équilibre le meilleur possible entre la performance économique et les enjeux environnementaux, sociétaux, sociaux et technologiques. Donc, pour ce faire, nous réalisons des projets à la fois stratégiques et opérationnels, donc de l'étude de marché assez générique sur de l'ensemble des modes, des études plus spécifiques sur certains types de mobilité, la mise en place de modes de contractualisation, la préparation et la réponse aux appels d'offres. Nous travaillons pas mal en ce moment sur des sujets autour de finalement la concurrence, l'ouverture des marchés, la transition digitale autour de la relation client, la billettique, l'information voyageur, mais également sur des projets plus techniques d'accompagnement du management de projet de nos clients sur de la modernisation soit de leur flotte, soit carrément de leurs lignes de bus, de métro.
Et enfin, on ne saurait pas travailler dans la mobilité si nous n'avions également des interventions en lien avec la transition énergétique, donc autour des sujets de zones à faible émission, de mobilité douce et à bas carbone. Et enfin, également, nous pouvons aider nos clients à obtenir, ou en tout cas à répondre à des appels à projets pour obtenir des financements. Ouais, on vous résume, et donc nous sommes capables d'intervenir sur à peu près toutes les étapes des projets. Pour ne pas vous garder plus longtemps, je vais laisser Cyril faire une transition avant que nous laissions la parole à nos partenaires. Oui, mais merci, merci Anne-Laure. En quelques mots pour rentrer dans le vif du sujet avec nos témoins et les retours d'expérience, bien sûr. Bon, juste vous résumer ici sur une planche, tout simplement, les grands facteurs d'évolution à prendre en compte, les évolutions sociétales, bien sûr, la notion d'empreinte environnementale, qui nous concerne bien sûr tous, à la fois individuellement et collectivement, les ressources qui sont contraintes, et pas uniquement les ressources économiques, hein, les ressources de notre environnement, en fait, sont très contraintes aujourd'hui. Il faut les prendre en compte. Les questions de santé publique, bien sûr, qui nous occupent tous, et on vit, bien sûr, des moments de crise à la fois sociale, environnementale et d'abord sanitaire. Donc, c'est un nombre d'éléments qu'il faut, bien sûr, avoir en tête. Alors, en particulier pour les collectivités territoriales, l'environnement réglementaire a beaucoup évolué, et ça ne va pas s'arrêter, ce qui oblige à avoir des réflexions à la fois stratégiques, opérationnelles, mais des réflexions qui ne sont jamais seules. Il faut à chaque fois pouvoir s'ouvrir aux autres, et on a un rôle finalement de mise en place d'écosystèmes élargis, de nouvelle gouvernance pour la mobilité. Et en fait, ce sont des enjeux du vivre ensemble. Tous ces enjeux, en fait, impactent durablement les pratiques, les attentes de nos concitoyens, notamment en matière de mobilité. Ça impacte nos organisations, ça impacte le fonctionnement, et ça impacte le management. Du coup, évidemment, pour passer la parole à Yannick Tondu et à Jean-Sébastien Chaboch, il y a 3 enjeux majeurs qui vont être devant nous et qui sont déjà pris en charge par certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment intéressant aujourd'hui de pouvoir confronter ces expériences à la fois sur la maîtrise de l'organisation territoriale de la mobilité, avec l'ensemble de ses composantes. Bien sûr, réfléchir et systématiquement s'adapter en proposant de nouvelles offres de services. Et pour toutes ces offres de services, un facteur extrêmement important qui est l'accompagnement de ces compréhensions des transitions que nous vivons à la fois sociétales, écologiques et économiques. Je passe la parole à Yannick Tondu pour ce premier grand témoignage. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Merci Cyril, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Yannick Tondu, directeur général adjoint de la métropole Aix-Marseille-Provence, en charge de la mobilité, les transports et de la voirie. Donc je vais vous présenter rapidement les problématiques de mobilité de notre territoire et la façon dont nous cherchons à y répondre avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, dont l'UGAP, auquel nous avons fréquemment recours. Alors, une présentation de notre territoire. La métropole Aix-Marseille-Provence est une métropole à statut particulier. C'est pour le meilleur et parfois pour le moins bon la plus vaste métropole de France. 92 communes, 1 800 000 habitants, ça représente plus de 90% de la population du département des Bouches-du-Rhône, sur un territoire de 3000 km². Vous voyez que c'est beaucoup plus vaste que le Grand Paris ou que le Grand Lyon. Alors évidemment, on est beaucoup moins peuplé que le Grand Paris, donc beaucoup moins dense. Par rapport au Grand Lyon, on est un petit peu plus grand, mais beaucoup moins concentré. Donc ça pose évidemment des problèmes de mobilité très spécifiques. Diapo suivante. Donc c'est un territoire qui est un territoire multipolaire. Et il y a évidemment Marseille, deuxième ville de France, 860 000 habitants, mais pas seulement Marseille. C'est pas Marseille et sa banlieue, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un territoire avec plusieurs centralités. La deuxième étant Aix-en-Provence, qui est une ville de 140 000 habitants, qui est un vrai centre pour son territoire. Puis il y a également d'autres villes moyennes, on peut dire entre 20 et 50 000 habitants, comme Martigues, Aubagne, Salon de Provence, qui sont autant de centralités pour leur territoire et qui polarisent à leur façon les communes autour, ce qui crée donc une typologie de mobilité très spécifique. Je crois que la carte suivante présente la répartition des densités sur notre territoire, là aussi de façon comparative. Vous voyez en haut à gauche l'agglomération parisienne, avec sa très forte densité qui diminue progressivement
le long des lignes de transport principalement, et des voies ferrées en particulier quand on s'éloigne de Paris. En haut à droite, le Grand Lyon, qui évidemment avec une taille moindre a un petit peu la même logique d'urbanisation. On voit très bien ce qu'on appelle les doigts de gants qui se développent le long des principaux axes, avec donc une polarité très forte au centre de l'agglomération et une densification progressive. En bas à droite, la métropole azuréenne, qui est une métropole littorale où la densité de population et d'emploi est principalement concentrée sur le littoral, et évidemment diminue très rapidement lorsqu'on va vers l'arrière-pays. Et puis donc, en bas à gauche, notre métropole, qui a cette espèce d'urbanisation en tache de léopard, très contrainte par le relief. Hein. On a un paysage qui est très tourmenté par la présence de l'eau aussi, en particulier l'étang de Berre, et qui donc se traduit par cette forme très particulière de développement de l'urbanisation, principalement autour des autoroutes. Alors, évidemment, le développement de l'urbanisation autour des autoroutes a pour inconvénient d'être très lié à une place forte de la voiture dans les déplacements quotidiens de nos habitants. On va le voir dans la diapo suivante. Alors voilà, ici, on a illustré ça. Alors, si vous pouvez déclencher l'animation, voilà. Donc, vous voyez sur Lyon, on a représenté avec cette carte la façon dont les déplacements quotidiens s'organisent. Donc, c'est extrêmement polarisé, des déplacements qui sont très centripètes le matin, très centrifuges le soir. On est vraiment sur un fonctionnement domicile-travail très caractérisé. L'essentiel de l'emploi, notamment tertiaire, se situant au cœur de l'agglomération lyonnaise, qui va chercher des habitants qui habitent parfois très loin du cœur de Lyon, mais avec des flux qui peuvent être assez facilement massifiés. Pour notre métropole, qui est la diapo suivante, avec cette multipolarité qui est encore plus marquée en emploi qu'en habitants. Hein. Les emplois sont très dispersés sur le territoire, et bien on voit qu'il y a en fait une composition de flux un petit peu dans tous les sens. Par exemple, pour prendre l'exemple des deux principales villes, il y a quasiment autant de gens le matin qui quittent Marseille pour aller travailler à Aix que de gens qui quittent Aix pour aller travailler à Marseille. Et puis il y en a des deux villes qui vont travailler sur les bords de l'étang de Berre. Donc ça se traduit effectivement par une grande complexité de mobilité qui appelle vraiment des solutions de type multimodal. On voit bien que le transport, qu'on appelle en anglais le mass transit, les grands modes de transport, train, RER, etc., sont peu adaptés à ce type de configuration de déplacement. Diapo suivante. La conséquence, effectivement, pour répondre à ce type de flux, bien souvent et pour beaucoup d'habitants, hein, sur un territoire qui est assez fortement périurbanisé, la voiture reste le mode de référence, le mode largement le plus utilisé. Et comme je vous l'indiquais, l'urbanisation étant concentrée autour des autoroutes, et bien ces autoroutes, elles sont extrêmement saturées. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui me conduit à essayer de trouver des solutions à une échelle plus grande, hein, celle de cette métropole créée en 2016, c'est pour essayer d'apporter une réponse à ce problème qui s'aggrave au fil des années. Alors, je mets entre parenthèses 2020 où la circulation évidemment a un petit peu diminué, mais globalement d'année en année, on a vu les périodes de bouchons s'élargir tout au long de la matinée et de la soirée, notamment entre Aix et Marseille ou entre Marseille et Aubagne. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour trouver d'autres solutions vraiment pertinentes qui ne se contentent pas de s'appuyer sur la voiture. Diapo suivante. Alors, notre métropole a donc eu comme objectif d'avoir une politique de transport globale. Ce n'était pas le cas auparavant. Il y avait sur notre territoire 6 intercommunalités, une communauté urbaine et 5 communautés d'agglomération, qui chacune avaient leur politique de transport et leur réseau de transport. En réalité, il y avait même une 7e autorité organisatrice de transport, qui était le département des Bouches-du-Rhône, qui avait son réseau, qui gérait le réseau interurbain. Évidemment, je ne vais pas dire que ces entités ne se parlaient pas, mais la coordination était quand même assez faible et chacun regardait ses propres enjeux et essayait de répondre aux besoins de mobilité à l'échelle de son territoire et pas tellement dans la connexion avec les territoires voisins. Or, les cartes que je vous ai présentées juste avant montrent que ces échanges entre territoires voisins sont extrêmement intenses. Et donc, on s'est employé à essayer d'unifier ça. Alors, l'unification physique, elle va prendre du temps, mais ce qu'on a fait, c'est la diapo suivante, je crois qu'il l'illustre. Ce qu'on a fait pour commencer, c'est qu'on a au moins unifié la marque. Donc, on a décidé d'avoir
une unique marque de transport, là où auparavant il y avait, je crois, une douzaine ou une quinzaine de marques de transport, de marques de mobilité différentes. Désormais, on a une livrée unique et une charte graphique unique qui nous permet effectivement de rendre lisible et visible dans l'espace public le fait que nous avons une métropole et un réseau de transport avec une seule autorité organisatrice qui est désormais la métropole Aix-Marseille-Provence. Diapo suivante. Autre progrès qui a été accompli très rapidement, ça a été de faciliter les déplacements de grande distance, en particulier donc les déplacements interurbains, ceux qui étaient gérés auparavant par le département, qui sont aujourd'hui par la métropole, avec deux éléments qui apparaissent sur la photo que vous avez sous les yeux. D'une part, on a mis des cars à double étage, parce qu'il y avait tellement de fréquentation sur l'axe Aix-Marseille en particulier, qu'il y avait la possibilité d'accueillir des gens sur des cars plus grands. Et puis là aussi, vous le voyez, la mise en place de couloirs réservés. Nos autoroutes embouteillées faisaient souffrir autant les autocars que les automobiles. Et on a décidé d'offrir aux autocars un avantage comparatif à travers la mise en place de couloirs réservés sur une bonne dizaine de kilomètres aujourd'hui sur nos autoroutes, avec un objectif d'atteindre une centaine de kilomètres de voies réservées à l'échéance de 2025. Diapo suivante. Voilà, donc on se donne, on va dire, une décennie pour unifier la métropole en termes de transport. Donc, je vous ai donné quelques exemples. La carte que vous avez sous les yeux indique comment nous allons procéder. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'entrer dans les détails, mais on va dire qu'il y a trois éléments structurants pour ce futur réseau métropolitain. Donc, il y a ces axes interurbains, alors, soit le TER là où il existe, hein, on travaille avec la région pour mettre en place, comme d'autres métropoles d'ailleurs, un véritable RER métropolitain avec une cadence forte sur les axes principaux, Aix-Marseille, Étang-de-Berre-Marseille ou Aubagne-Marseille. Et puis partout ailleurs, en complément, on développe donc ces voies réservées sur les autoroutes et ces lignes de cars express qui vont être véritablement l'emblème d'une métropole unifiée et qui vont commencer à se développer. À l'échelle ensuite de chaque entité urbaine, on va systématiser la mise en place de transports en commun en site propre. Alors, évidemment, il y en a déjà pas mal à Marseille, mais on va étendre fortement le réseau, avec notamment la création de 3 lignes de tramway supplémentaires, mais également dans toutes les villes plus petites, Aix-en-Provence, Martigues, Aubagne, etc., on développe également des transports en commun à site propre, de façon à ce que l'usager qui fait un long trajet puisse utiliser le train ou l'autocar pour la première partie et puisse finir son trajet dans de bonnes conditions de fréquence et de fiabilité, avec ensuite donc un transport en site propre, que ce soit un BHNS ou un tramway. Et puis le dernier élément structurant de ce réseau, c'est la qualité des correspondances. Ce sont les pôles d'échange multimodaux qui apparaissent avec des petits cercles sur lesquels nous insistons beaucoup parce que c'est le cœur de la multimodalité. Vous avez ici un petit peu un exemple emblématique de ce qui peut être fait dans ce domaine. C'est un petit peu notre pôle d'échange test qui se trouve dans l'est de Marseille. Ça s'appelle la Fourragère. C'est un terminus de métro. Et sur ces terminus de métro, il y a évidemment des autobus urbains qui viennent de plus loin pour amener les gens vers le réseau de métro. Mais on a décidé aussi de mettre en place tous les éléments de multimodalité, donc du stationnement vélo sécurisé, mais aussi de l'autopartage avec des petits véhicules de type Renault Twizy en autopartage ou de la location plus longue durée avec notre partenaire Cities, des pistes cyclables évidemment qui permettent d'accéder à ce pôle d'échange, des trottinettes en libre service et puis une extension du parking relais voiture qui est saturé et que nous allons prochainement augmenter. Donc on a là à l'échelle de ce pôle d'échange un concentré de multimodalité et si ça fonctionne comme on l'espère, on va essayer de généraliser ce type de pôle d'échange sur l'ensemble de la métropole. Diapo suivante. On approche de la fin. Une petite assistance pour terminer sur un axe fort de notre politique de mobilité, domaine dans lequel on a un très gros rattrapage à faire par rapport à d'autres villes, c'est le vélo. On n'est pas les seuls évidemment à y travailler, mais effectivement on a un potentiel fort, notamment parce qu'on a un climat propice. Et puis on a aujourd'hui une part du vélo qui est très inférieure à celle d'autres villes comme Strasbourg ou comme Bordeaux. Un des axes importants de notre plan vélo qui a été approuvé
il y a de ça bientôt 2 ans, c'est de développer des lignes express, notamment, là vous avez la carte sur Marseille, mais il y en a également à l'échelle du grand territoire métropolitain, avec une dizaine d'axes sur lesquels nous voulons vraiment créer des infrastructures cyclables performantes, attractives, et qui permettent de se déplacer rapidement et confortablement entre les différentes polarités. Et en accompagnement, c'est la diapo suivante, de ce plan vélo, eh bien, et c'est là qu'on termine sur un clin d'œil à l'UGAP, eh bien, nous avons mis en place un système de location de vélos électriques longue durée, de vélos à assistance électrique longue durée, qui s'appelle le Vélo Plus, avec le même code de couleur orangé que vous avez vu sur nos bus et sur nos cars, et qui a pris son essor à partir du mois d'octobre dernier. On a déjà dépassé les 300 locations, malgré la période Covid qui n'est pas forcément très propice, et on s'apprête à terme à louer 2000 vélos à assistance électrique aux habitants de la métropole. On a pu faire ça très rapidement en sortie de la crise, grâce, comme ça a été fort bien dit tout à l'heure par les représentants du GAP, à la capacité à faire appel à des marchés qui étaient déjà passés. En définissant notre besoin, on a pu acquérir ces vélos en l'espace de 3 mois, ce qu'on n'aurait jamais pu faire évidemment avec un appel d'offres classique. Voilà en gros, très synthétiquement, ce que nous faisons actuellement sur la métropole Aix-Marseille-Provence pour développer une mobilité alternative à la voiture. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Yannick, c'était très très clair. Je vais passer la parole à Jean-Sébastien Chaboche. Peut-être juste quelques points qui en tout cas ont attiré mon attention. Tout le raisonnement qui a été présenté, c'est-à-dire qu'à la fois un travail sur les densités de population, c'est-à-dire d'abord on regarde finalement quels sont les futurs clients de l'offre de service, un travail important sur les flux de circulation avec le côté aigu du trajet domicile-transport, donc forcément de la modélisation, donc de l'analyse, pour pouvoir peut-être avoir des idées pour pallier aux inconvénients. Vous avez évoqué la notion de bouchon routier, mais on voit bien qu'au-delà des axes routiers et de transport habituels, il faut réfléchir à ça, donc de l'aide à la décision, qui est sans doute amenée pour qu'on s'engage sur des grands projets extrêmement intéressants, de se donner un laps de temps, 10 ans pour unifier la métropole avec aussi une marque qui est valeur de fierté pour la métropole, pour l'ensemble de la métropole, et qui permet d'innover finalement. Quand on est fier de sa marque, on peut innover, on peut avancer. Je vais donc passer la parole à Jean-Sébastien Chaboche, qui aussi à l'échelle de sa métropole, le Havre, Seine Métropole, va aussi nous parler de son expérience. Et je suis très heureux d'avoir les 2 plus grands ports français aujourd'hui pour ce webinaire. Jean-Sébastien, je vous passe la parole. Merci Cyril, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Jean-Sébastien Chaboche, je suis directeur général adjoint de la communauté urbaine Seine Métropole en charge de l'ingénierie et des services aux usagers, dont la voirie et la mobilité dont nous parlons aujourd'hui. Je laisse avancer les diapos. Voilà, donc nous sommes un territoire nouveau, une communauté urbaine nouvelle créée au 1er janvier 2019, qui rassemble 54 communes, avec des grandes disparités, une ville-centre importante, Le Havre, et son port de 170 000 habitants. Et on va vers des petites communes rurales et aussi des stations touristiques importantes comme Étretat, située au nord du territoire. Donc 275 000 habitants en tout, 100 000 actifs, beaucoup concentrés sur la zone industrielle et portuaire. Donc je vais parler dans l'un des exemples de développement des moyens de transport qu'on a mis en place. On peut passer à la diapo suivante. Alors, parmi les caractéristiques importantes de notre territoire, c'est son rôle industriel et portuaire. Alors oui, les 2 grands ports de France, rendons à César ce qui lui appartient. Marseille, c'est le premier port français, tout trafic confondu. Le Havre a un rôle important en matière de trafic conteneur et bien sûr est positionné sur le range européen des grands ports européens le long de la Manche. Et avec une zone industrielle-portuaire importante, un complexe pétrochimique qui regroupe 32 000 emplois de logistique aussi, et qui nous pose des soucis, et c'est pour ça qu'on a développé un service assez innovant dont je vais parler après, pour desservir cet espace aux caractéristiques particulières. Sur la diapo suivante, on voit également que on a une façade littorale. Une façade littorale, c'est souvent une activité touristique en France, avec une station de renommée mondiale qui est Étretat, mais également plusieurs sites de fréquentation touristique le long de notre littoral, et le Havre qui, au-delà d'être un port, est aussi maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui
rattrape petit à petit son retard sur Etretat, puisqu'on s'approche du million de touristes également par an, et notamment avec un gros trafic de croisiéristes, dont la moitié reste au Havre à chaque escale. Le Havre, enfin l'agglomération havraise, la communauté urbaine havraise, un littoral, des falaises qui posent aussi un souci topographique, puisque sur l'ensemble de notre territoire, on a des falaises, enfin une déclivité en tout cas entre 80 et 100 mètres d'altitude à passer, notamment dans la partie la plus urbaine, la plus dense de notre communauté urbaine, sur le Havre et les communes immédiates, ce qui nous a orienté dans un choix de développement de location de vélos à longue durée comme Marseille, dont je vais parler en premier point, et je pense que c'est le sujet qui arrive juste après. Voilà, donc une politique cyclable développée depuis 2015 avec, comme exposé sur le cas de la métropole d'Aix-Marseille, un plan vélo qu'on a lancé. Alors un plan vélo numéro 1 maintenant, avec une échelle urbaine plus grande, on passe à un plan vélo numéro 2. Celui-là, on est en train de le terminer. On finit la traversée de la zone portuaire cette année pour rejoindre le pont de Normandie en bas à droite de la carte. Et bien sûr, pas mal de développement long littoral. On est concerné par l'Eurovéloroute numéro 4, qui vient de la Bretagne et qui va jusqu'au nord de l'Europe et puis ensuite en Ukraine, et également la véloroute nationale de Paris, la Seine à vélo, qui rejoint Paris au Havre. Alors quelques exemples dans les diapos suivantes de sécurisation de points qui posaient problème de connexion, de franchissement d'ouvrages routiers ou ferroviaires. Sur la diapo suivante, on a un exemple de traversée d'espaces boisés classés, donc l'usage de revêtements à base de liants végétaux et non d'hydrocarbures, ou également sur la diapo suivante, la création de voies vertes en zone agricole avec donc le renforcement de structures en fait pour pouvoir accepter tracteurs ou autres engins agricoles avec des contrôles taxés installés en lien avec les agriculteurs pour réserver ce site à la fois aux cyclistes et aux agriculteurs. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des bordures de chaque côté de la piste pour renforcer la structure de cette voie verte et agricole. Un plan vélo numéro 2 qui est en cours à l'échelle de territoire, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous voyez simplement que on va vers le nord du territoire, le long du littoral, des maillages est-ouest, notamment en direction de la Seine à vélo vers Paris, ou à l'intérieur du territoire. Donc l'étude est en cours et on espère attaquer les premiers aménagements dès l'année prochaine, avec un plan de 15 millions d'euros estimé. Et j'ai oublié de le dire, on a mis 11 millions d'euros sur le premier plan vélo qu'on a réalisé, qu'on termine cette année. Et ce sur quoi je veux m'attarder, c'est sur l'offre de services de location vélo qu'on a mis en place il y a un peu moins de 2 ans, mais qu'on a accéléré fortement l'année dernière. On avait à la base 500 vélos de location, des vélos, oui, vous pouvez passer cette diapo, merci. Des vélos à la fois standards, et on avait commencé à équiper en vélo électrique. Les élus ont fait le choix de ne pas aller vers une subvention, une prime à l'acquisition de vélos électriques, mais plutôt de rendre ces vélos électriques plus accessibles par un tarif assez minime de 20 € par mois pour la location d'un vélo électrique qui, lui, a une valeur d'environ 1 500 € qu'on a pu acquérir auprès du GAP. Ce choix, on a renforcé ces flottes de vélos électriques l'année dernière parce qu'on a connu un grand succès. Du fait de la topographie de notre territoire, en fait, il y a une très forte demande sur ces vélos à assistance électrique. Donc, on est passé de 500 vélos à 1300. On a commandé 800 vélos en plus, 600 vélos en plus l'année dernière, achetés en urgence auprès du GAP avec une subvention de la dotation de soutien à l'initiative locale. Et au fur et à mesure qu'il y avait les acquisitions de vélos, en fait, ils étaient tous loués aussitôt. On a connu une année 2020 en saturation de demande sur ces vélos assistance électrique qui fleurissent un peu partout, qu'on voit circuler partout dans l'agglomération. On voit beaucoup maintenant aussi auprès des jeunes lycéens. C'est un bon signe parce que la mobilité future, elle se fait à vélo
Voilà, beaucoup de ces vélos sont dans les zones de stationnement dans les lycées. Et c'est une bonne chose. Et on réfléchit à des futurs équipements en vélo pour personnes à mobilité réduite ou également de vélos cargo pour les familles et pouvoir accueillir les enfants, qui est plutôt là une demande sur la courte durée. Alors, j'ai oublié de préciser, on est dans les locations de courte durée à la journée, mais aussi dans les locations de longue durée. Vous voyez un peu les graphiques. On a surtout journée, le mois et puis sur 6 mois. Voilà. On réfléchit à étendre les durées de location sur une période d'1 an, même s'il y a les questions de maintenance et de retour des vélos pour faire un suivi de service après-vente à faire. Mais voilà, une grosse demande de location de longue durée. Alors, une demande diapo suivante, qui se fait sur beaucoup l'été quand même, la période estivale, le printemps et l'été, sont une demande importante du nombre de vélos. Alors, vélos loués, c'est en fait le titre du graphique, il y a une petite erreur, donc je dirais plutôt les contrats. En fait, c'est là que vous avez au graphique l'évolution des contrats de location. Sachant que là, actuellement, en ce début janvier, début d'année, on a environ 650 vélos loués sur les 1300 en location. On a eu en parallèle donc une très forte augmentation de la circulation cyclable. Alors, la crise sanitaire, comme un peu partout en France, a eu son effet, un peu moins de monde dans les transports en commun. On cherche des moyens de mobilité autonomes, et c'est là où le vélo a pris un intérêt important. Et notre développement de la location, en s'appuyant sur notre délégataire Transdev qui gère le réseau de transport urbain et la location de vélos, a pu prendre son envol. On remercie l'UGAP parce qu'en fait, on a pu s'appuyer sur leur réactivité. On n'a pas fait l'acquisition des 800 vélos complémentaires d'un coup, mais on a été par phase plutôt de 300 par 300. Mais à chaque fois qu'on recevait nos vélos, ils étaient déjà tous pris, donc on renouvelait la commande auprès de l'UGAP pour aller vite. Et il est probable qu'on travaille cette année à continuer l'extension de ce parc de vélos qui rencontre une forte demande. Voilà un autre service. Donc, je parlais du complexe industriel-portuaire du Havre. On a une grande zone industrielle étendue sur une trentaine de kilomètres, 30 000 emplois, 200 entreprises. On avait à l'origine une desserte en transport en commun qui était calibrée finalement pour les 3-4 plus grosses entreprises de raffinerie notamment sur notre port, et les sous-traitants et autres activités n'avaient pas une offre de desserte adaptée aux besoins, à leur prise de poste, aux horaires de prise de poste assez hétérogènes sur les différentes entreprises. On avait également un service qui était par autocar sur une livrée de bus qui était totalement différente de celle du réseau urbain. Et je rejoins ce que disait mon homologue d'Aix-Marseille. Voilà, une marque, une livrée de bus, un design de bus reconnaissable sur le territoire, c'est une chose importante sur laquelle on a travaillé. Et enfin, même si on a une très forte proportion de déplacements en voiture sur ces zones d'emploi où il y a des très grands parkings de stationnement gratuits, donc c'est assez dur de lutter contre le déplacement motorisé individuel, on se doit sur cette zone de fournir un accès de mobilité aux demandeurs d'emploi, à l'intérim, aux stagiaires, et on avait beaucoup de demandes des entreprises qui se plaignaient de ne pas finalement d'avoir d'offres de transport alternatives satisfaisantes pour ces emplois de courte durée ou les stages pour les emplois futurs sur notre zone industrielle et portuaire. Donc, on a mis en place un service innovant qui s'appelle Flexilia. L'IA, c'est le nom de notre réseau, les lignes de l'agglo. Flexi comme flexible, une mobilité donc souple. L'idée était de s'appuyer sur le réseau des lignes urbaines, mais de les rendre finalement virtuelles et avec une desserte aléatoire au cas par cas, suivant la demande enregistrée à chaque tranche horaire, à chaque course de véhicules. Ce service, on l'a rendu plus visible en y mettant des autobus urbains avec le design de la livrée urbaine. Le fait de s'appuyer sur les lignes régulières, on a du coup gagné du kilomètre qu'on a pu redéployer en fréquence, donc des services plus fréquents.
plus adapté du coup aux différents horaires de prise de poste sur ce territoire et donc répondant aux attentes et aux besoins de mobilité sur le territoire. Ce service en fait fonctionne comme une ligne virtuelle. Donc vous voyez sur la carte à droite, sur la photo plutôt, des entrées continues, ce sont les lignes de desserte sur la zone urbaine et qui, dès qu'elles quittent la zone urbaine d'habitat et arrivent sur l'espace industriel et portuaire, la ligne devient virtuelle, c'est-à-dire que les usagers vont s'inscrire sur une plateforme par téléphonie mobile ou par Internet et pouvoir réserver soit sur la journée ou soit sur un mois complet une desserte pour aller à la fois à son lieu de travail, mais aussi être repris le soir, avec une amplitude horaire indiquée, et donc une confirmation de l'horaire précis de passage 20 minutes avant le passage auprès de l'usager par SMS ou par email, suivant sa demande. On avait l'inquiétude que ce service finalement virtuel soit un peu abstrait pour les usagers, mal compris pour les usagers. Et en fait, il a très bien fonctionné. On l'a mis en place en 2018 et étendu à l'ensemble de notre zone industrielle et portuaire en 2019. Et on voit sur la page suivante. Ah oui, j'ai oublié avant de donner les résultats. Donc, vous voyez un peu les graphiques. Donc, la partie en ligne urbaine continue sur les zones colorées. Et là où c'est assuré, en fait, c'est toutes les zones flexibles. Quand les lignes arrivent sur cette zone, elles adaptent leur desserte suivant le nombre d'arrêts ou de demandes enregistrées. Donc, voilà, des lignes urbaines réalisées. Donc, on a un service en fait qui aujourd'hui, alors toute proportion gardée, hein, on est sur à peu près 100 000 voyages au quotidien sur le réseau. On va être environ 500 personnes sur ce service Flexilia. Ça représente voilà, 500 personnes au quotidien utilisant ce réseau. 20 000 réservations en 2020, ça représente un peu plus de 100 000 déplacements réalisés en un an, un peu plus d'un an sur ce service. Beaucoup d'usagers réguliers, puisque voilà, 30% de ces usagers représentent 70% des déplacements. On a gagné en kilomètres, comme je disais, en évitant des services spécifiques. Finalement, on évite du haut le pied en transport en commun en étendant nos lignes urbaines sur ces zones industrielles et portuaires. Et donc, cette offre, on a pu la redéployer en fréquence et finalement gagner en kilomètres parcourus 30% de moins et 4 fois plus de fréquence. Voilà, donc ce service, finalement, la conclusion surtout, c'est que ce service virtuel est tout à fait compris des usagers. On n'a jamais de critique ou de besoin d'explication renforcée sur ce service. Il trouve son public, sa fréquentation augmente progressivement, même l'année dernière, pendant cette année de crise sanitaire, où, comme tous les réseaux en France, notre fréquentation a fortement baissé. Et bien, ce service-là, lui, il a connu une fréquentation qui a continué à augmenter. Voilà, et donc cette innovation avait reçu le prix de l'innovation au Grand Prix Villerail Transport en 2019. Merci beaucoup Jean-Sébastien, c'était très clair et merci d'avoir pris vraiment le temps de nous expliquer l'ensemble de ce dispositif. Alors on voit bien ce qui est intéressant là aussi, c'est que finalement c'est multimodal, surtout multi-usage, multi-utilisateur et très flexible ce que vous proposez. Donc on a quelques questions peut-être pour nouer l'échange. Alors il y a aussi sur le fil de conversation deux questions sur l'articulation entre l'accompagnement qui peut être proposé UGAP Eurogroupe. Mais ce que je vois, moi en tout cas, c'est que finalement vos projets sont d'abord multiples et souvent sont des grands projets. Donc il y a forcément des éléments de diagnostic qui permettent d'établir des bons plans d'action. Donc peut-être sur vos deux retours d'expérience, comment utiliser les prestations de conseil et où est-ce qu'elles sont pertinentes et où est-ce qu'elles apportent une plus-value importante. Et puis, il y a eu une question aussi du fil sur l'élaboration du plan vélo lui-même. Alors, du côté d'Aix-Marseille, ça a été produit en régie. Donc, comment ça s'est passé au niveau
au niveau du Havre. Donc peut-être d'abord, besoin de conseils, oui, la plus-value importante, elle se trouverait où, et sur l'élaboration du plan vélo, puis après quelques questions plus ouvertes. Et si dans la salle virtuelle, des personnes veulent lever la main, on ne sera pas peut-être à donner la parole si nécessaire. Alors, pour le Havre, le besoin de conseil, sur la partie cyclable, on s'est appuyé sur un bureau d'études Indigo pour le développement de tout le réseau, le plan vélo qu'on a pu réaliser. Voilà, c'est donc et qui réalise également la deuxième phase de ce plan vélo. En termes de conseils sur la partie Flexilia, c'est notre délégataire Transdev qui est venu vers nous pour nous proposer ce service. Enfin, on avait passé la commande en tout cas d'avoir une solution nouvelle parce que on n'était pas satisfait de la desserte apportée sur la zone industrielle et portuaire, au regard notamment du nombre d'emplois concernés. Et donc, voilà, c'est Transdev qui nous a proposé cette solution de ligne virtuelle qui existait un peu ailleurs. Hein. Je crois que sur Bordeaux, ça avait été mis en place, mais pas sur ce caractère, pas sur cette ampleur en tout cas, et pas sur cette caractéristique très industrielle et portuaire de zone d'emploi. Donc voilà, c'était un peu un pari technique, mais qui s'avère gagner en tout cas en matière de compréhension d'usage pour les voyageurs. Donc Yannick, du coup, du côté Marseille-Provence, et puis peut-être Anne-Laure aussi après pour évoquer un peu ce que nos clients... On a pu faire ensemble, oui. Oui, sur le rôle du conseil externe, effectivement, il faut l'utiliser à bon escient lorsqu'on a besoin d'une expertise pointue ou de retour aussi de ce qui peut se faire ailleurs. Hein. C'est un peu la difficulté, même s'il y a des instances pour essayer d'y pallier, des collectivités locales, d'être un peu isolées et de ne pas toujours avoir le temps de se renseigner sur ce qui peut se faire ailleurs. Et c'est vrai que les consultants sont souvent cette capacité à se tenir en permanence en alerte sur ce qui se passe, de connaître les innovations et de pouvoir les faire partager et d'avoir des retours d'expérience qui sont souvent précieux lorsqu'on veut s'engager sur un nouveau chemin. Après, sur des sujets qui sont plus structurants, lorsqu'on en a les moyens, il faut mieux évidemment les internaliser lorsqu'on est sur des politiques publiques sur la longue durée. En ce qui concerne effectivement notre plan vélo, nous on avait une commande politique qui avait été placée sur un délai très très court et qui était plutôt un document, je dirais, de stratégie et d'affichage d'intention. Donc, on a été en mesure de le faire nous-mêmes, hein, avec nos propres équipes d'ingénieurs et l'appui de notre DGA communication. Il va de soi après que lorsqu'on passe, parce qu'on est dedans là, en phase de maîtrise d'œuvre, hein, ou même de faisabilité plus poussée des projets, on fait appel à des consultants extérieurs, à des bureaux d'études dont c'est le métier. Donc voilà, c'est un dosage qu'il faut trouver en permanence entre les ressources internes et le recours à des expertises extérieures. Peut-être juste pour préciser, effectivement, donc nous avons eu le plaisir de travailler avec chacune des deux collectivités. D'un côté, sur le sujet de préparation du service location longue durée, en fait, hein, avec les équipes de monsieur Tondu, et sur la préparation aussi d'un guide d'aménagement cyclable qui est en cours de finalisation. Et pour Le Havre, nous avons travaillé sur un sujet avec, en embarquant un expert plus technique, hein, avec nous sur des sujets d'aménagement entre deux sites universitaires au sein de la métropole. Et puis, nous sommes consultés à nouveau sur des sujets aussi de guide d'aménagement cyclable. Voilà. Alors, du coup, peut-être sur ces nouvelles mobilités, hein, multi-usages et d'innovations qui parfois apparaissent, et parfois innover, c'est aussi faire amener, vous l'avez dit, dans un territoire quelque chose qui serait inspirant et venu d'ailleurs. Mais quel serait l'impact, donc peut-être rapidement Jean-Sébastien et puis Yannick, quel est l'impact sur l'organisation même de vos services, sur vos organisations? Sur nos organisations,
En matière de politique cyclable, on a eu, en fait, on a dû organiser une mission spécifique, une mission technique spécifique, des ressources techniques humaines spécifiques sur cette mission qui est grandissante, alors que c'était quelque chose un peu partagé au sein de la mobilité en général, où on était plus orienté notamment transport en commun. Voilà, on est arrivé finalement c'est arrivé en parallèle de la création de la communauté urbaine avec la prise de compétences voirie. Et finalement, au sein de cette voirie, on a dû organiser un mini-pôle spécifique mobilité douce et notamment cyclable. Sur la partie transport en commun, là, vu qu'on était en délégation de service, l'impact a été moins sensible pour la collectivité. On s'est appuyé sur notre délégataire pour mettre en place les outils techniques qu'il fallait, quoi. Côté Aix-Marseille, compte tenu de peut-être là aussi l'envergure territoriale, c'est-à-dire la superficie, l'histoire des différents partenaires et acteurs, vous avez une organisation qui a été impactée par ces grands projets. Comment vous êtes organisé? L'organisation, pour nous, elle se met encore en place. Hein. Elle a commencé à se structurer à partir de 2016, création de la métropole, et on est encore une organisation vivante. On garde notamment pour l'exploitation des réseaux de transport une organisation qui est largement territorialisée, donc qui est en quelque sorte l'héritage des anciens réseaux de transport qui existaient avant la métropole. Par contre, effectivement, sur tous ces sujets plus structurants, évidemment, d'études, de stratégie, mais aussi d'innovation, on a créé à l'échelle métropolitaine des services qui s'en occupent. Ça permet de mutualiser les compétences et de les faire monter aussi en qualité. Et notamment, donc, moi j'ai créé, lorsqu'on a mis en place la DGA Mobilité de la Métropole, une direction qui regroupe un petit peu tous ces sujets innovants. Alors, il y a évidemment les modes actifs, je ne peux pas dire que c'est innovant, parce que le vélo, ça existe depuis assez longtemps. Mais en tout cas, le développement du vélo et notamment le vélo à assistance électrique ou le vélo en location, que ce soit courte durée ou longue durée, parce que nous, on a les deux, fait l'objet effectivement d'un service spécifique. Mais on a aussi l'autopartage, le covoiturage, la logistique urbaine. Donc tout ça, effectivement, on en a fait un sujet à part entière et ça prend une importance considérable. Moi, je suis frappé lorsque je parcours chaque matin la revue de presse que produit notre DGA Communication. En fait, ces sujets-là occupent une place tout à fait disproportionnée par rapport au sujet du quotidien des transports dans la presse locale. On voit que le vélo, aujourd'hui, il y a un article par jour quasiment dans la presse locale sur le développement du vélo. On est loin d'avoir un article par jour sur le fonctionnement des transports en commun. Et donc, effectivement, on se doit d'accompagner ces mutations sociétales et ces attentes politiques qui les accompagnent par la mise en place de structures qui soient très réactives et qui puissent répondre à ces commandes. Je le disais tout à l'heure, lorsque la présidente de la métropole, nouvellement élue en 2019, en 2018, pardon, nous a demandé commander un plan vélo, on a eu 3 mois pour le faire. Et heureusement, effectivement, qu'on avait mis en place une équipe, c'est pas une grosse équipe, hein, mais de 2 personnes, qui a pu travailler à temps plein dessus et sortir dans des délais très courts ce document. On aurait évidemment on aurait eu plus de mal à le faire si on avait dû faire ça à partir des structures qui avaient été héritées à la création de la métropole. On voit bien que les mobilités innovantes, les mobilités douces sont un enjeu pour le citoyen, à la fois dans les articles, mais à la fois dans leur préoccupation là aussi d'électeurs ou de futurs électeurs pour vos collègues des départements et des régions. Je pense que la vague verte des élections municipales peut avoir un écho. Donc, mais comment participent l'usager peut-être de l'élaboration de ces nouveaux services? Est-ce qu'ils y participent? Est-ce qu'ils sont sollicités? Est-ce qu'ils participent à l'évaluation du bénéfice pour eux? Comment ça s'est passé au Havre ou à Marseille, peut-être sur cette question de participation aux usagers dans les transports? Alors, sur le Havre, en fait, la participation des usagers est ça a plutôt été le fruit de l'histoire récente des différentes études qu'on a pu faire, d'enquêtes auprès des usagers sur leur mobilité, les enquêtes ménages, l'usage du réseau de transport en commun, les enquêtes de satisfaction ou autres. On s'est appuyé là-dessus
voir avoir un peu le spectre des enjeux de mobilité, des besoins de mobilité. La surprise quand même, là où on n'a pas anticipé, c'est la crise sanitaire qui a amené quand même une demande plus importante de déplacement individuel. Ça, on l'a senti. Mais quand je vois votre titre Promesse pour l'avenir, ce qu'on en retire surtout de cette concertation ou cette écoute auprès des usagers, c'est d'avoir des déplacements facilités en fait. C'est la multimodalité de leurs déplacements. On est plus sur un usager finalement qui va faire je ne prendre que les transports en commun, je ne prendre que le vélo, je ne prendre que la voiture. C'est un déplacement qui va évoluer suivant la période de l'année, suivant la météo, suivant la distance qu'il va avoir à réaliser. Et on ressent en tout cas dans les demandes auprès qui nous remontent des usagers beaucoup de flexibilité dans les solutions de déplacement. Et voilà. Donc après, c'est voilà, dans l'écoute des usagers ou les mesures, on est surtout sur on s'équipe de plus en plus sur des systèmes informatiques qui permettent de suivre au jour le jour le déplacement des habitants. Ça, c'est important. On a des systèmes comment, pas de concertation, mais de retour de satisfaction client au quotidien par appli ou autre qui nous permettent voilà, d'avoir des services notamment transport ou voirie, des services d'écoute et de réponse aux habitants et d'enregistrer leurs demandes et leurs besoins tous les jours pour essayer d'être réactif aux solutions qu'on peut apporter, mais surtout de repenser les compléments de mobilité. Et la mobilité électrique notamment est un mode qui nous revient de plus en plus avec une très forte attente et des solutions à développer. Merci Jean-Sébastien. Yannick, tu écrivais sur le fil de conversation, oui, justement. Il y a plusieurs formes de participation des usagers. Hein. Il y a des cadres organisés un petit peu formels pour ça. Notamment, on a élaboré notre plan de déplacement urbain métropolitain. Donc, évidemment, ça a été l'occasion de très intenses sollicitations de la population et notamment du monde associatif. La loi LOM prévoit que toutes les autorités organisatrices doivent créer un comité des partenaires. Donc, nous, on l'a créé, on ne l'a pas encore installé, mais c'est l'affaire de quelques mois, qui sera un lieu, je dirais, privilégié d'échange sur les transports. Et puis après, nous, on a créé à l'échelle métropolitaine, en complément de ce qui est fait par nos opérateurs, une direction marketing clientèle, dont une des missions est de connaître et de comprendre les attentes de la clientèle. Notamment, ça s'est traduit par la création de focus group qui nous ont permis, sur la base d'un panel d'usagers ou de non-usagers d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas uniquement aller chercher les gens qui sont déjà chez nous, mais aussi ceux qu'on aimerait bien faire venir, les automobilistes exclusifs en particulier, de comprendre quelles étaient leurs motivations, leurs contraintes. Ça nous a aidé à travailler sur la conception de notre offre de mobilité. C'est très clair. Très clair. Merci beaucoup. Peut-être en effet, en une minute, pour conclure, cette dernière question, quelle promesse pour l'avenir, voilà, pour vous, à une échelle de 2-3 ans, peut-être, ou d'un mandat? On est dans une collectivité territoriale pour l'un et pour l'autre, donc il y a un exécutif et donc il y a un mandat qui est engagé. C'est quoi la promesse pour l'avenir, l'horizon à la fin du mandat? C'est quoi l'innovation qui se prépare? Est-ce que c'est consolider ce qui se fait aujourd'hui ou d'aller vers du mieux encore? Voilà, peut-être Jean-Sébastien puis Yannick, et on conclura ce webinaire sur ces deux réponses. Voilà. La promesse pour l'avenir, d'une manière générale, c'est des services plus variés et plus fréquents. C'est un peu les deux fortes attentes qu'on ressent de nos usagers. Une mobilité électrique qui va se développer de toute forme, à la fois autonome et en transport public. On ne va pas non plus, c'est pas une révolution, donc on ne va pas non plus remettre en cause les systèmes de fonctionnement des réseaux de transport urbain qu'on connaît. Et cette hiérarchie entre mode de transport lourd et services plus flexibles et adaptés aux territoires les moins denses
va rester. Donc pour le Havre, par exemple, on a voté hier soir l'extension du réseau de tramway à l'horizon des 6 prochaines années. Donc voilà, l'avenir, c'est des modes lourds pour les circulations, les zones les plus denses et une flexibilité, une souplesse de nouveaux services pour des besoins spécifiques ou des zones les moins denses. Oui, bon, je rejoins ce que vient de dire Jean-Sébastien Chaboche. J'ajouterais que probablement ce qu'on peut attendre de véritablement nouveau des prochaines années, c'est davantage d'intégration multimodale. Nous, on croit beaucoup au développement de ce qu'on appelle le MaaS, la mobilité servicielle en français, qui consiste à essayer de rendre beaucoup plus fluide l'utilisation successive de plusieurs modes de transport. Je vais montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur un pôle d'échange en termes de multimodalité. Ça reste aujourd'hui malgré tout des actes d'adhésion et de paiement différents. Donc c'est toujours un petit peu lourd. L'idée qu'on puisse avoir du tout en un dans un proche avenir avec sur son smartphone la possibilité de combiner très facilement plusieurs modes, c'est une voie pour trouver pour faire tirer le meilleur parti de tous les modes et de permettre d'offrir, à travers leur combinaison, des alternatives véritablement efficaces au mode automobile individuel qui reste aujourd'hui par sa simplicité et sa facilité d'accès dominant par rapport au mode que nous organisons. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais peut-être laisser soit Marc, soit Isabelle refaire un petit message de fin, mais merci beaucoup. On voit bien dans vos deux témoignages, et merci à tous les participants d'avoir pu être là. Vous étiez très nombreux, pratiquement une centaine à nous suivre, que la mobilité innovante et le rôle des acteurs du territoire, et en particulier des collectivités, est de plus en plus important au service des usagers, citoyens, et qu'il y a beaucoup d'avenir dans la question de la mobilité, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. On savait que c'était un sujet important, et aujourd'hui même, on voit bien, alors que nous sommes en visio, à distance, que la mobilité, donc le fait de se déplacer, est un sujet majeur. Isabelle ou Marc, peut-être un dernier message pour tous les participants, et merci encore Yannick et Jean-Sébastien de vos deux témoignages extrêmement riches. Merci à vous. Non, simplement un dernier point pour vous rappeler qu'effectivement cet échange sera disponible, ainsi que les supports qui ont servi de base. Voilà, et pour vous remercier également pour l'ensemble de ces témoignages qui éclairent un petit peu sur la complexité et sur les enjeux. Merci à toutes et à tous, et à un prochain webinaire peut-être.